Bonjour et bienvenue sur Bilan Historique, votre émission historique à caractère culturel qui a pour objet le développement de notre pays, la République démocratique du Congo, son évaluation depuis 64 ans de l'indépendance, et cela dans tous les domaines. Aujourd'hui, on reçoit le directeur du Musée national du Congo, situé sur le boulevard Triomphal à Kinshasa. On le reçoit et lui-même va se présenter à mieux pour essayer de voir comment est-ce que quelle casquette a l'invité de ce jour. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Je rappelle que vous êtes le directeur du Musée national du Congo situé sur le boulevard Triomphal à Kinshasa. Oui, effectivement, je suis le professeur Henri Bunjoko Banyata. Et je suis conservateur en chef à l'Institut des musées nationaux du Congo et le directeur du Musée national de la RDC. Par rapport à mes spécialisations, je suis historien de l'art et je suis aussi muséographe. La muséographie, c'est-à-dire parle des techniques liées au musée. Le muséographe, c'est lui qui conçoit et essaie de voir comment adapter l'exposition, adapter les musées à une réappropriation culturelle, dans le sens de l'éducation, de transmission des savoirs et des connaissances. Effectivement, merci beaucoup. On parle là du musée. Aujourd'hui à Kinshasa, disons en République démocratique du Congo, à travers le pays. Aujourd'hui, quand on parle du musée, les gens se posent trop de questions. Mais c'est quoi les musées? Quelle est son importance? Quelles sont ses visions principales? Et aujourd'hui, vous étant que spécialiste, on peut commencer d'abord par définir le musée. C'est quoi un musée national? Le musée, c'est une institution qui s'occupe, disons, qui expose, étudie, expose, disons, le patrimoine, qui est le patrimoine culturel, qui peut être d'une nation, d'un peuple ou d'une région, mais dans le but d'étudier ces collections-là, d'étudier ces patrimoines, de les présenter au public, et là c'est l'exposition, de diffuser des connaissances. Là, il y a et puis faire la recherche scientifique. Et quand on est devant un musée, c'est juste, on vient découvrir certaines connaissances et on vient découvrir les objets qui marquent une identité. On vient découvrir les musées qui couvrent, disons, qui cachent un secret de l'organisation même d'un peuple. Ici, chez nous, en RDC, le musée a pour objectif surtout d'une réappropriation culturelle. Vous êtes sans ignorer que par rapport à la colonisation, il y a eu la colonisation qui avait trois axes. Il y avait, disons, l'axe qui était politique, l'axe qui était économique et un axe qui était culturel. On parle de la religion. Et surtout, l'axe qui était culturel, qui est la religion, qui a fait en sorte que notre culture soit traitée de marque de civilisation, d'être traitée de quelque chose qu'aujourd'hui les gens commencent à parler de diabolique, donc diaboliser notre culture. Or, en réalité, c'est la culture qui est même le fondement même, l'âme même du peuple, qui est même au cœur du développement. Alors, à ce moment-là, les gens ont eu comme idée que dès que vous allez au musée, vous trouvez le patrimoine qui est là-bas. Donc, ça dit c'est diabolique, on diabolise ce patrimoine, alors qu'en réalité, ce patrimoine, disons, où les objets qui peuvent être, qui sont accompagnés toujours du matériel, le matériel qui est accompagné du matériel pour mieux comprendre, alors, les gens ne comprennent pas. Alors, pour nous réapproprier, nous avons jugé bon de faire une exposition qui est thématique. C'est-à-dire, à partir de ces thèmes, vous voyez à quoi ont servi les objets et pourquoi ils ont été créés et comment ils ont dû aider nos ancêtres à se développer par eux-mêmes, à résoudre leurs problèmes de la vie par eux-mêmes. Alors, vous allez voir qu'au départ, nous vous montrons que notre histoire ne commence pas au XVe siècle, comme on a prétendu dire. Puisque quand on voit le XVe siècle, c'est déjà le contact avec l'Occident. Les premiers qui sont les Portugais qui sont arrivés au XVe siècle.
Mais avant le 15e siècle, ce n'était pas un vide, comme on dit, non, c'était un pays incognito. On y arrive, monsieur le directeur, on y arrive. Et effectivement, quand vous parlez de l'importance, c'est-à-dire qu'on retient que le musée national, c'est une institution qui consiste à collecter et exposer des objets dans le sens de l'enseignement, dans le but de l'enseignement dans un pays ou dans un peuple. Alors, est-ce que le musée national, c'est seulement ici au Congo qu'on peut en avoir, ou bien tout autre pays du monde peut avoir un musée national? Non, le musée, il y en a partout. Chaque pays a ses musées. Il y a même des pays, par exemple, la France peut être autorisée à au moins 1000 ou 2000 musées. Mais ça dépend maintenant des catégories, des types de musées. Puisqu'il y a ce que, pour nous, surtout, ce sont des musées ethnographiques, et où nous mettons l'accent pour le peuple. Mais il y a des musées spécialisés, des musées de minéralogie, et il y a des musées des sciences humaines, et puis il y a des musées qu'on appelle des musées de plein air, des musées qui sont des écomusées, tout ça. Il y a plusieurs sortes de musées. Mais le nôtre ici, il est plus ethnographique, dans ce sens qu'il montre les objets et qui représentent certains peuples. Et vous êtes sans ignorer qu'en RDC, nous sommes à plus de 450 peuples. Et les musées ici reflètent à peu près la culture, la diversité ou la richesse de la diversité culturelle en RDC. En quelle année remonte la création du tout premier musée de notre pays, la République démocratique du Congo? Disons, le musée que nous avons ont hérité plus de la colonisation, puisque à la colonisation, il y avait des musées, mais qui étaient des musées quelque peu privés. Ici à Kinshasa, déjà avant les années 1932, il y avait les musées qu'on appelait les musées de la vie indigène. Vous avez dit qu'à l'époque, il y a eu des musées, mais c'était privé. C'était beaucoup privé, mais alors les musées nationaux remontent aux années 70. Pourquoi? Puisque le président Mobutu a eu ces réflexes-là de regrouper tous ces musées qui étaient même des privés et les rendre nationaux, dans ce sens que ça puisse créer ce qu'on appelle l'Institut des musées nationaux du Congo. Qui avait mis ces musées comme état une propriété privée? C'était les Belges ou bien? Oui, à l'époque coloniale, là, ce sont des Belges. Ce n'est pas seulement des Belges, mais ce sont de... Puisque la Belgique n'a pas travaillé seulement avec des Belges, mais ce sont des privés et qui étaient, souvent c'était des scientifiques. Et les musées avaient tendance à prendre aux colonisateurs le peuple qui devrait diriger. Alors, il fallait qu'il y ait des musées comme ça. Il y en avait. Alors ici à Kinshasa, c'est le musée de la vie indigène. À Lubumbashi, c'est le musée Léopold II. Et il y avait le musée à Kokiatville, disons, et même à Chikapa. Il y a le Labour qui est Kananga. Donc, il y avait mais ce n'était pas tellement des musées nationaux. Mais les musées nationaux sont créés effectivement à partir des années 1970. 1970, avec le président Mobutu, qui a, quand il avait accueilli le président Léopold Senghor du Sénégal, et qui voulait visiter effectivement le musée de la vie indigène. L'ancien président du Sénégal qui voulait visiter l'art congolais. Oui, bien sûr, quand ils étaient venus pour vous voyez, il y a la cité de l'OIA. Alors, il devrait acquérir comme ça, il n'a pas trouvé un musée. Le président Mobutu a dit, mais je dois quand même faire en sorte que je puisse faire cela. Et au départ, là, on crée le musée le musée de Kinshasa, et un petit musée, mais qui était à l'Académie des Beaux-Arts. Et à Lubumbashi, on prend le musée qui était le musée Léopold II, qui était maintenant vraiment un musée construit dans l'image vraiment d'être un musée. Il y avait le musée de Mbandaka qui a disparu en même temps, et puis après, il y avait le musée de Kananga, et puis un petit centre de Butembo. Mais progressivement, comme vous avez parlé d'une sorte d'évolution, effectivement, il y a une évolution, dans ce sens qu'à partir de 2010, à partir de 2010, disons, l'Institut a pensé à ouvrir d'autres musées, disons, à l'intérieur du pays. Et puisque, en principe, l'Institut des musées nationaux du Congo n'est pas un musée, mais c'est la direction générale des musées, de tous les musées. Ça gère tous les musées de la République. Alors, ce sont des musées en province. Alors, nous ici, ça peut être un musée en province, mais nous ne sommes pas un musée provincial. Nous sommes un musée national en province. Alors, actuellement, on a ouvert, ça fait à peu près déjà 26 musées. Il y en a qui sont déjà opérationnels et d'autres qui sont en gestation, et comme on dit, en progression. Et tout ça, c'est pour montrer qu'il y a un progrès, il y a une évolution qui se fait.
en voyant la période telle que vous avez dit là, en parlant des années 60 à nos jours, il y a évolution dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces objets d'art, tous ces œuvres d'art que nos ancêtres utilisaient avant même que les présidents Mobutu aient l'idée de construire le tout premier musée, tous ces œuvres d'art aujourd'hui, est-ce que vous pouvez en avoir aujourd'hui ici, dans notre musée? Oui, effectivement. Ils sont seulement perdus comme ça. Non, la grande partie des musées, puisque le président Mobutu ayant eu l'idée. Parce que justement, avant même que les présidents sénégalais viennent visiter, pour que les présidents Mobutu aient cette inspiration de construire le tout premier musée, je crois qu'il y a eu des œuvres d'art que nos ancêtres utilisaient, il y a eu des œuvres qui racontaient en fait notre histoire. Oui, est-ce qu'aujourd'hui on en a ou bien... Oui, effectivement, les objets ont été récoltés dans leur milieu d'origine. Mais au départ, même ce que les colons ont essayé de créer des musées privés, c'était des objets récoltés dans leur milieu d'origine. Mais avec le président Mobutu, il y a eu vraiment des missions, des collectes sur le terrain. Et des années 70 aux années 86, on avait débloqué beaucoup d'argent pour commencer à aller faire la collecte des objets donc, sur le terrain. Et on a récolté à peu près plus de 45 000 objets. Et qu'on a ramené à l'Institut des musées nationaux. Et qui sont aujourd'hui ici présents. Effectivement, ici, nous avons hérité de 12 427 objets qui viennent de là. Alors, il y a d'autres objets que, quand on crée des musées partout, alors l'Institut injecte une bonne quantité d'objets et sur place, on peut encore faire la collecte. Donc c'est-à-dire que les 450 000 objets sont dans des musées. Ils ne sont pas dispersés, ils sont dans des musées. C'est-à-dire que comme c'est l'Institut qui gère tous ces musées, même si l'Institut amène dans un autre musée, c'est toujours son patrimoine. Justement, en parlant de la collecte, quels sont les endroits destinés à collecter les objets ou les œuvres d'art pour en fait les exposer dans les différents musées? C'est-à-dire qu'on peut les collecter partout, chez tous les peuples, on doit en avoir. Mais avec ces missions-là, on a pu récolter à peu près une centaine de peuples, mais pas tout. Pourquoi? Parce qu'on est allé plus là où il y avait l'accessibilité par rapport aux moyens de transport, tout ça. Mais il y a encore un travail à faire pour que l'on puisse encore collecter. Et pourquoi je l'ai dit? Quand vous allez dans nos milieux les plus reculés, les objets sont encore là. Qu'on peut encore faire de la collecte, mais il faut trouver maintenant des moyens pour essayer d'enrichir davantage les collections. Est-ce qu'aujourd'hui, dans tous les différents musées qui sont ici en RDC, peut-on trouver les œuvres ou les objets d'art qui proviennent dans les différentes provinces par rapport à leur culture? Oui, effectivement, ce que nous faisons, quand on parle des musées nationaux, c'est-à-dire on veut dire que les musées reflètent, disons, les 26 provinces. Même si on ne reflète pas les 450 peuples en même temps dans un seul musée, mais que ça soit une représentation. Parce que, ce sont des œuvres qu'on dit représentatifs qui représentent une région, un peuple ou soit un groupe de peuples. Alors, l'essentiel, c'est qu'on montre cette richesse de diversité culturelle que couvre la RDC. C'est toute une richesse qui est cachée là-bas du point de vue culturel. Justement, en parlant de la collecte aussi, comment se passe en fait, comment se fait la collecte des objets à travers le pays? Ça se fait comment? Est-ce que vous partagez les gens, vous envoyez les gens dans toutes les différentes provinces de la RDC pour en fait collecter, ou ça se passe comment en fait, oui, la collecte? C'est tout un processus, puisqu'on ne collecte pas pour le plaisir de collecter, ou on ne collecte pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on forme, qui sont bien formés, qui ont la connaissance même. Vous devez avoir la connaissance de ces objets-là. Parce que justement, vous avez parlé aussi d'étudier les objets. Je voudrais aussi savoir un peu plus comment ça étudier les objets. Oui, effectivement, c'est-à-dire quand vous avez un objet, mais il faut savoir les documenter, il faut savoir faire son inventaire, c'est-à-dire il faut connaître d'abord, il vient de quel peuple, quelle est la matière, comment on l'appelle, comment on peut le transporter, tout ça. Donc il y a des matières exigées pour faire une œuvre d'art ou comment? Bien sûr, il y a des matériaux. Il y a, par exemple, vous avez le bois. Il y a le bois, il y a l'os qu'on peut travailler, il y a la pierre, il y a la céramique avec l'argile. Donc tout ça, c'est tous ces matériaux-là que vous devez connaître. Et à ce moment-là, il faut apprendre aussi des techniques pour manipuler ces objets.
comment aussi les emballer pour les ramener au musée. Et dès que vous faites la récolte, vous devez établir ce qu'on appelle une fiche de récolte. C'est-à-dire, là, vous devez avoir toutes les informations possibles, bien détaillées de cet objet-là. Et maintenant, quand vous l'amenez au musée, il y a encore une fiche que vous devez faire qu'on appelle la fiche d'identification. Faire vraiment la vraie carte. Pour identifier quoi? Identifier l'objet, vous devez savoir que nous l'avons mis telle place. De quel peuple? De quel peuple, et là où il est localisé, même dans la salle, dans les réserves, vous l'avez mis où? Ça facilite maintenant de comprendre des mouvements de ces objets, et ça facilite également les contrôles. Si l'objet est déplacé, vous êtes déjà au courant que c'est déplacé, puisque l'objet était là, et ainsi de suite. Donc, c'est tout un grand travail. Revenons à nos mots étons. Vous parliez du processus de collecte. Ça se fait comment pour le collecter à travers le pays? Oui, quand vous devez avoir, il faut former d'abord une équipe, et l'équipe doit être équipée également. Il y a des matériels qu'ils doivent utiliser, la photographie, et ils doivent utiliser, vous avez des carnets de notes, des carnets de notes. Vous devez avoir, disons, c'est tout un arsenal d'équipements que les scientifiques peuvent faire pour essayer de cataloguer l'objet. Donc vous voyez on ne voit pas comme cela où vous arrivez à m'amener l'objet. Vous devez connaître l'objet et vous devez en même temps les informations, il faut les avoir. Et quand il faut avoir les informations, il faut savoir auprès de qui avoir les informations. Puisqu'il ne faut pas aller, dès qu'on vous amène l'objet, vous dites, bon, on m'a déjà donné l'objet, c'est une calebasse, ça s'arrête là. Non. Alors vous devez donner toutes les informations possibles qu'on vous donne pour cet objet-là. C'est ça que nous appelons ça documenter ou cataloguer l'objet. Donc il y a d'autres objets qui viennent, les artistes amènent leurs objets eux-mêmes, et il y a des objets qui viennent à travers l'équipe que vous envoyez dans les différentes provinces. Oui, il y a des objets que nous on collecte. Là, on peut pas dans la méthode d'acquisition. Donc il y a l'acquisition où nous-mêmes nous allons collecter. On peut acquérir par achat. Quelqu'un peut venir nous le vendre. Quelqu'un peut venir donner par les dons, et par l'aide, tout ça. Alors, mais quelle que soit la manière d'acquisition, on doit vous dire ce que c'est l'objet. C'est-à-dire que la personne qui vous interrogez aussi, par exemple, il y a une personne, un artiste qui vient vous vendre son œuvre d'art, vous posez des questions pour connaître c'est quelle tribu, vous posez des questions. Oui, effectivement, il faut qu'il vous donne l'information. Il ne faut pas que l'objet soit comme ça. Parce qu'il y a des gens, il est juste artiste, il forme quelque chose, mais il n'a pas des informations possibles par rapport même à son propre tribu. Non, c'est comme cela, c'est-à-dire que quand vous devez acquérir, c'est à vous de faire cet effort-là, de commencer à lui poser des questions par rapport à votre fiche. Sinon, au cas contraire, lui partira. Mais vous allez souffrir par rapport à connaître, à savoir comment faire, et puis même si vous n'êtes plus là, comment léguer cette information à la progéniture. C'est pourquoi, donc, la fiche qui est établie là-bas, il y a déjà des rubriques où vous devez chercher à les remplir pour que vous ayez au maximum les plus détaillées de l'information de cette. Monsieur le directeur Henri Boudjobo, c'est quoi, quelle est la population ciblée pour visiter la musée? Est-ce que c'est seulement les élèves, les étudiants? Parce qu'aujourd'hui, surtout dans notre musée national ici à Kinshasa, très souvent on voit au moment de vacances, il y a des élèves qui viennent pour faire des manifestations, des étudiants. Mais quelle est vraiment la population ciblée pour la visite des musées? Le musée est accessible à tous. Donc c'est un musée, c'est un lieu public. Mais on peut cibler, nous ciblons par exemple les écoles ou les écoliers ou les étudiants. Pourquoi? Parce que c'est juste la population qu'il faudra nécessairement amener à une sorte de la didactique ou d'une information. Parce que vous savez que la jeunesse, c'est ça le futur même, c'est ça l'espoir. Alors il faut amener à faire comprendre à cette jeunesse ce qu'est la culture. Mais les touristes arrivent également. Il y a des gens qui viennent se divertir. Il y a des gens qui viennent aussi, des associations, des politiques viennent. Donc c'est tout le monde qui peut venir, même les religieux. Donc il n'y a pas un public limité pour dire que celui-là il peut entrer, celui-là. Non. Même le public le plus démuni, que ce soit même des hommes vivant avec handicap. Donc le musée est censé, disons, être accessible à toutes les catégories possibles. En qualité de directeur que vous êtes ici, vous êtes chargé des activités, des collections, des expositions, de tout ce qui se passe ici au Musée national. Quels sont les objectifs ou bien quelles sont les perspectives d'avenir que vous voyez, que vous projetez pour le développement de cette institution?
Oui, effectivement, disons, nous sommes partis d'abord de... Nous sommes en train de nous détacher de l'ancienne conception de penser que les musées n'est qu'un dépôt. Donc, on dépose les objets, ça s'arrête là. Non. Et d'aller dans cette conception de dire que bon, quand on va au musée, là, on trouve des objets qui sont muets. Non. Donc, nous sommes en train de faire en sorte que les gens comprennent que le musée lui-même, c'est une institution scientifique et technique où toutes les sciences s'entrecroisent. Et pour montrer aussi toutes les techniques aussi sont possibles. Alors, aller aussi vers le sens de dire aux gens qu'un objet donc, va vous parler. Vous devez interroger l'objet. Il ne faut pas l'admirer, puisque l'objet africain est parti de 3 bases. D'abord, l'utilitaire, les fonctionnels et puis les symboliques. C'est-à-dire, on vous a fabriqué pourquoi? À ce moment-là, pourquoi? Vous pouvez aller sur quel matériau? Et ces matériaux se retrouvent où? Vous voyez? Alors maintenant, fonctionnel, vous avez aidé qui? Pour qu'il puisse remplir sa fonction ou qu'il puisse remplir son devoir. C'est-à-dire, vous allez trouver qu'il y a la fonction politique. Quand quelqu'un est chef. Je comprends par là que vous avez aussi besoin d'aide pour faire rayonner encore cette institution. Effectivement, la recherche... D'où doit venir l'aide en fait? Non, disons, commençons par dire que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, nous-mêmes sommes en train de voir d'abord, il faut que nous puissions nous-mêmes d'abord connaître, maîtriser et essayer maintenant de demander aux autres. C'est-à-dire que il ne faut pas que nous ayons l'idée qu'il faut qu'on nous aide pour nous développer. Non. Il faut que nous-mêmes nous puissions nous développer par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous vivons ces réalités. Nous sommes prêts à prendre toutes les informations possibles. En fait, commençons d'abord nous-mêmes par les revaloriser. C'est quoi le développement dans un musée en fait? C'est le rayonnement de l'institution, du bâtiment ou bien la richesse qui vient d'une province à l'autre en termes d'exposition et d'œuvres d'art? Pas nécessairement ça. C'est-à-dire qu'il faudra que les gens viennent puiser au musée pour aller appliquer. Comment puiser au musée? Disons, quand nos objets sont thématiques, okay. À partir de ces thèmes-là, vous pouvez en prendre comme source de référence et appliquer. Prenons le cas, par exemple, vous êtes politicien, n'est-ce pas? Vous pouvez voir des objets qui ont joué un rôle politique. Et vous allez vous poser la question, comment nos ancêtres ont dirigé et comment ils ont pu réussir leur vie. Alors, quelles sont les valeurs qu'ils ont utilisées pour qu'il n'y ait pas de problème, pour qu'ils puissent maintenant être soudés? Vous pouvez commencer aussi à vous référer sur ça. Alors, il y a certaines personnes aussi qui ne sont pas des artistes modernes, qui viennent s'inspirer par rapport aux thématiques pour que... Donc, c'est comme si nous devons essayer de voir toutes les bases possibles, comment nous développer. Prenons le cas de la religion. Nos ancêtres, ils avaient une sorte de spiritualité. Comment, à cette époque-là, ils ont dit cette spiritualité-là pour cimenter la cohésion nationale. Donc, ce sont des références comme cela qui aident chacun à ce que, là où il est, de contribuer plus, tout en étant quelqu'un qui est utile à la société. Puisque dans la société traditionnelle, même actuellement, personne n'est inutile. Non, tout le monde est utile, mais c'est question de prendre cette conscience-là et on peut trouver des bases. Nous avons par exemple notre art culinaire où nous vous montrons ce qu'il y a joué comme base. Est-ce que cette cuisine-là, de cette époque-là, la gastronomie actuellement, comment on peut la rendre utile. Et aussi, les artistes sont là, mais comment faire maintenant arriver à ce qu'on appelle une industrie culturelle. L'industrie culturelle, comment nous pouvons vendre, disons, notre culture, non pas les vendre seulement pour de l'argent, mais les vendre dans le sens des connaissances, des savoirs utiles d'une façon universelle. Vous voyez, c'est comme ça, c'est ça les musées viennent nous amener à cette conscience-là. Vous avez des bases. Chez nous, quand vous allez voir, il y a eu la métallurgie. Donc, on a fondu les métaux, on a fabriqué des choses. Mais actuellement, nous ne le faisons pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions plus le faire nous-mêmes? Comment pouvons-nous faire maintenant pour que nous puissions maintenant fabriquer telle chose? Le musée est là comme source de savoir et vous amène à cette conscience-là, une source d'inspiration. Et au moment de voir, puisque tous ces objets-là ont servi à quelque chose. Ils ont aidé à quelque chose. Donc c'est comme ça que le musée est en train de
chercher à faire ou à contribuer davantage sur le développement. Juste là, dans l'aspect du développement, j'ai envie de poser une question. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette institution pour développer? Oui, effectivement. Parce qu'il y en a des difficultés que vous rencontrez en cherchant à développer cette institution en qualité du directeur que vous êtes ici. Oui, les difficultés, ça ne manque pas. Parce que, d'abord, à part ce qui est connu de tous, ce sont des difficultés qui sont financières, mais il y a d'autres difficultés qui sont purement techniques et scientifiques. C'est-à-dire que pour préserver les objets, on ne les garde pas comme cela. Il faut y avoir des produits de conservation et il faut y avoir aussi des produits de restauration. Et il faut savoir, les objets ont des problèmes, ils ont leurs ennemis, que nous appelons des agents de destruction ou de détérioration. C'est-à-dire que les souris peuvent bouffer certaines choses, les insectes peuvent le faire. Alors il y a même la lumière qui peut le faire, même l'homme lui-même. Il faut savoir comment sauvegarder cela. Et il y a des méthodes, il y a des processus que vous devez aussi maîtriser. Et pour le faire, on ne le fait pas comme ça, comme par hasard. Donc, il faut suivre tout cela. Prenons le cas, par exemple, si je voudrais manipuler un objet. Je ne dois pas le manipuler à mon gré. Non, je dois respecter, puisque le respect, c'est quoi? Je dois d'abord voir l'autre principe, c'est quoi? Un objet des mains. Alors, quelle que soit la grandeur de l'objet, je ne peux pas le toucher avec ma main comme ça. Non. Oui. Mais alors, je ne peux pas toucher pour les objets sans avoir des gants. Et je ne dois pas travailler ces objets sans que moi, j'ai des cache-nez. Vous voyez? Donc, je ne peux pas... Donc, même lorsque les visiteurs viennent, ils ne peuvent pas non, toucher. Ils ne peuvent pas toucher, puisque les objets sont traités avec des produits qui sont parfois toxiques. Et ces produits-là, il faut les avoir également. Donc, tout ça, ça fait partie des difficultés. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous sommes avec les directeurs du Musée national congolais, situé sur Boulevard Triomphal à Kinshasa. Et on parle avec lui ici sur les développements de notre musée national, disons de l'Institut des musées nationaux du Congo depuis 64 ans de l'indépendance. Et avec lui, on met beaucoup plus l'accent sur le musée national du Congo qui est sur le Boulevard Triomphal parce que c'est là qu'il exerce directement son pouvoir. Monsieur Henri Boudjobo, est-ce qu'en termes de la construction, aujourd'hui, on peut dire que le musée national du Congo répond aux normes internationales? Effectivement, ce musée, il répond à ces normes-là. Et vous savez que c'est un musée ultra moderne, s'il faut le dire. Même la façon de construction, même quand vous y entrez en profondeur, que ce soit dans nos réserves, dans des expositions. Donc, on a essayé d'adapter, disons, aux normes internationales. Et souvent, il y a l'ICOM qui nous aide souvent à voir quelles sont les normes qui répondent à ces conditions-là. Et le musée tel qu'il est là, il répond à toutes ces conditions-là. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte que nous puissions le pérenniser tout en gardant, disons, ce sens-là d'un musée qui répond à des conditions au niveau international. Et s'il faut le faire, il faut toujours faire un amortissement, il faut voir tout ça, il faut renouveler les matériaux, il faut aussi réadapter aussi, puisque au jour le jour, la science augmente. Justement, on parle de ça. Est-ce que l'exposition dans un musée, elle est statique ou bien dynamique? Parce qu'on n'évolue pas. Des fois, on vient vous visiter parce que même les enfants, les élèves qui viennent, ils s'ennuient. Parce que quand vous passez, vous voyez toujours les mêmes choses qui sont exposées. Donc, il n'y a pas vraiment une évolution en termes de l'exposition. Est-ce que cette exposition doit être statique ou bien ça peut évoluer? Il faut savoir, mais il y a des types d'expositions. Il y a ce qu'on appelle l'exposition permanente. Donc, cette exposition permanente peut durer jusqu'à 15 ans. Nous avons ce qu'on appelle l'exposition temporaire qui peut durer 1, 2, 3 ou 5 ans. C'est-à-dire qu'après 5 ans, les objets se font. Là où vous mettez que ça, c'est une exposition qui est, disons, temporaire. Là, c'est un petit temps. Mais ce qui est permanent reste. Alors, mais, sauf que ce qu'on fait pour éviter la monotonie, on peut enlever quelques objets comme il faut les remplacer pour que ça puisse créer une autre vision, mais pas revoir tout puisque ça coûte aussi cher. Et ça dépend aussi de ce qu'on appelle le visiteur potentiel. Est-ce que tous les Congolais ont déjà vu les musées? Est-ce que tous les Congolais ont déjà été au musée? Et ceux qui ont été au musée, même si on est à Kinshasa, est-ce que c'est toute la population qui connaît les musées? Tout ça, ce sont des paramètres qu'on peut étudier. Mais ce qui est temporaire, on dit, bon, dans un tel temps, nous avons tel thème et nous l'enlevons. Et pour que les gens puissent voir autre chose. Mais ce qui est permanent, il
faut beaucoup d'études à faire pour qu'on le puisse maintenant déplacer. Il existe pratiquement combien d'œuvres d'art ici dans le musée national de notre pays? Bon, dans notre musée ici, dans le total, nous avons 12 427 objets, mais 427 sont seulement exposés, puisqu'on n'expose pas tout. Donc on prend des échantillons. Les autres sont gardés? Oui, bien sûr, dans des réserves. Dans des réserves, on appelle ça des réserves. Les réserves, toujours des musées? Ils sont ici dans le musée, dans des réserves, puisque c'est la salle d'exposition où le public a accès. Mais dans des réserves, ce n'est pas tout le monde qui entre, puisqu'il y a beaucoup de conditions à respecter pour entrer dans les réserves. Je ne voulais pas échapper à cette question. En fait, il y a des gens qui disent qu'on a des choses qui sont à l'intérieur du pays. Depuis la colonisation, il y a des choses qui doivent normalement, des objets qui doivent normalement revenir ici. Comment vous en parlez? Est-ce que c'était une rumeur ou bien c'est une réalité? Non, disons, quand on ne parle de la restitution, les gens voient des objets qui sont partis d'ici vers l'Occident. Effectivement, et cette restitution, nous ici au Congo, nous y travaillons. Et c'est vraiment avancé puisqu'il y a déjà une commission qui est pour ça. Mais maintenant, il ne faut pas le faire non plus à la hâte. Puisque à la hâte, il faut d'abord se préparer pour que vous puissiez faire revenir ces objets. Dans combien de pays étrangers se trouvent les objets du Congo ici? Non, les objets du Congo sont partout. C'est-à-dire qu'ils sont partout, puisque nous, on a l'illusion de ne voir que la Belgique et le musée de Tervuren. Or, Léopold II n'a pas travaillé seulement avec les Belges. Et il n'y a pas que les Belges qui sont arrivés ici au Congo. Les Allemands ont été là, et les Suédois ont été là, les Hollandais ont été là, et les Anglais, les Portugais, presque l'Occident a été ici. Même aux États-Unis, on trouve même nos objets. Mais maintenant, il y a une politique qu'il faudra utiliser pour voir comment on peut faire pour que ces objets peut-être puissent revenir, tout ça. Nous avons pris l'option. Bon, quand nous brandissons déjà la restitution, les gens voient exactement la réparation. Et là, ça peut être compliqué. Entre nous, on peut voir ce qu'on appelle la reconstitution. Nous devons d'abord collaborer aussi même avec tous ces gens-là qui ont nos objets, quel que soit leur pays, mais voir est-ce qu'on peut ramener d'autres objets, et comment on peut avoir des informations. Récemment, on a vu une dent supposée appartenir à Emery Patrice Lumumba revenir au pays. Est-ce qu'aujourd'hui, il est exposé où? Non, il n'y a pas que ces musées ici. Nous avons un autre musée de multimédia qui est à l'échangeur de Limité, là où il y a le monument de Lumumba, et c'est là que vous allez voir aussi ces reliques-là. Monsieur Henri Boudjobo, je crois qu'on atterrit déjà vers la fin. Quelles sont les 4 principales missions des musées nationaux? Des musées tout court. Le musée a comme mission d'abord la collecte. Il faut aller collecter pour avoir une collection qui est votre patrimoine. Après la collecte, vous devez étudier ces objets. Donc, la recherche scientifique, vous devez connaître. Alors, vous devez aussi vous exposer, n'est-ce pas? Et quand vous exposez, il y a l'éducation qui intervient. Maintenant, vous devez faire la promotion de cela. Alors, il y a aussi la délection. La délection, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, ils ont l'intérêt seulement de découvrir leur patrimoine pour s'en approprier. Il y a des gens qui viennent pour le divertissement, tout ça, ça fait partie. Il y a des gens qui viennent. Le musée, à ce moment-là, prend il a ce qu'on appelle des considérations. Donc, on peut le considérer comme un lieu de plaisir, comme un lieu de recherche, comme un centre de recherche, comme un lieu de découverte. Vous voyez, c'est ça. Mais les 4 fonctions, c'est vraiment ça. D'abord, collecter. La collecte. Il faut collecter. Et étudier. Il faut étudier ces collections. Il faut les connaître, les documenter. Il faut exposer pour que le public vienne voir. Et il faut aussi faire des choses pour que les gens viennent pour connaître, pour la délection. Est-ce que notre musée répond à ces missions, c'est-à-dire la visite effective de sa population? Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai appelé une personne, on va aller visiter le musée, mais il s'est dit, mais c'est quoi un musée? Mais on va faire quoi là-bas? Donc, il y a des gens qui ne savent même pas qu'est-ce qu'on peut aller faire dans un musée. Oui. Est-ce qu'il répond à ces missions? Oui, effectivement, nous répondons à ces missions-là. D'abord, on a fait la collecte, les objets sont là, et on a tout un patrimoine. Alors, l'étude, effectivement, les objets sont documentés, mais on ne dit pas que c'est la fin, puisqu'on peut toujours enrichir la documentation. Quand vous entrez dans nos salles, donc vous voyez directement chaque objet est expliqué en français comme en anglais. Alors,
Mais il n'y a pas des gens qui accompagnent les visiteurs. Parce que la première fois que je suis arrivé ici, j'ai trouvé des élèves qui se posent des questions. Mais on veut comprendre comment. Mais ça se passe comment? On regarde seulement, on ne comprend pas. Le petit, des fois, ils sont ignorants, mais il y a des étudiants qui sont déjà âgés qui se posent des questions. Mais ici, il n'y a pas de personnes qui peuvent nous accompagner pour nous faire comprendre ça. On regarde seulement, on ne comprend pas. Est-ce qu'il y a au moins une équipe qui sont là pour expliquer aux gens pour vous laisser que les gens découvrent d'eux-mêmes? Nous avons tout un service, le service éducatif, où il y a des guides. Il y a des guides. Alors maintenant, le problème se pose par rapport aux visiteurs. Il y a aussi des catégories de visiteurs. Vous voyez, il y a certains visiteurs, et par rapport aux catégories de visiteurs, il y a aussi un temps bien précis pour que ces gens-là comprennent. Au cas contraire, ça devient une distraction. Ou soit alors nous avons parlé des officiels. Si un officiel vient, donc il a trop à faire. On doit le conduire pour 15 minutes. Mais s'il lui pose des questions, ce n'est pas notre problème, nous avons déjà chronométré. Les visiteurs, par exemple, des élèves, des enfants de maternelle. Donc, il ne faut pas les conduire comme si vous conduisez une visite des universitaires. Alors, il y a aussi des visites qui deviennent très compliquées. C'est ce qu'on appelle les visites des illettrés. Illettré, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est parce qu'ils ont quand même droit à connaître la culture. Non, illettré ici n'est pas quelqu'un qui n'a pas étudié ou qui ne connaît pas lire ni écrire. Un illettré, c'est quelqu'un qui a la culture des bases à l'origine. Lui, il connaît ces objets-là. À partir de l'origine, il connaît ces objets-là. Au village, il connaît comment ça se déroule. Mais quand vous devez les guider, parfois, vous n'avez pas été au village, mais lui connaît cela. Vous voyez que c'est que vous faites comme alors, puisque lui, maintenant, il joue comme si c'est lui-même qui devient votre guide. Oui. Alors, mais il faut plus d'écouter que vous de le faire écouter. Il y a aussi ce qu'on appelle les visiteurs. Les gens comme ça, par exemple, les gens comme ça qui connaissent déjà les arts, les trucs, qui venaient du village, vous pouvez aussi, ils viennent ici, vous pouvez l'engager pour commencer à peut-être orienter d'autres personnes. Oui, c'est-à-dire que, disons, il y a l'engagement, il y a des critères, ça dépend. Ça dépend, puisqu'il y a d'autres musées qui forment ce qu'on appelle des villages artistiques. S'il y a un village artistique, on peut amener même des artistes du village qui peuvent le faire. Prenons le cas, nous sommes universitaires, mais quand nous voulons avoir des informations, nous recourons parfois à nos grands-parents, tout ça. Donc on peut les prendre comme étant des gens qui peuvent venir. On peut prendre par exemple des gens qui peuvent venir raconter tout ça, mais ça dépend des besoins qui se présentent. Merci beaucoup, M. Henri Boudjobo-Onti avec vous. Il est le directeur, M. Henri Bounjoko. On me souffle que son nom, on doit les recadrer. Il est M. Henri Bounjoko. Il est le directeur du Musée national congolais, ici sur Boulevard Triomphal à Kinshasa. Avec lui, on a discuté sur le développement de notre musée national, l'historique de notre musée national depuis 64 ans de l'indépendance. Et là où nous y sommes déjà, c'est le sujet très important qu'on avait parlé avec M. Henri et on atterrit déjà vers la fin. M. Henri, quel est votre dernier mot à dire face aux caméras en adressant à la population? Mon dernier mot, c'est que les visiteurs ou le public doivent venir nombreux. Pourquoi? Parce que c'est au musée qu'ils peuvent découvrir les vraies réalités de leur identité culturelle. C'est au musée qu'ils peuvent découvrir la richesse de notre diversité culturelle. C'est ici qu'ils doivent découvrir les bases qui font qu'ils se disent congolais, qu'ils se disent, qu'ils se réapproprient même de leur pays. Et surtout que notre musée a comme exposition, et comme thème central de l'exposition, de vivre ensemble pour la cohésion nationale. Donc ils doivent venir voir comment se fait cette cohésion-là, puisque nous sommes 450 peuples. Mais nous devons être unis pour ne défendre qu'une seule cause qui est la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. On a atterri là, on est déjà presque arrivé à la fin de cette émission, votre émission Bilan historique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une émission historique à caractère culturel qui a pour objectif l'évaluation dans tous les développements depuis 64 ans de l'indépendance, l'évaluation du développement de notre pays dans tous les domaines. On est arrivé à la fin de cette émission. Vous et moi, on se retrouve prochainement. Ciao.